Le président, il existe un vieux proverbe grec qui dit, et je cite, « Une société devient grande quand des vieux hommes plantent des arbres dont ils savent qu'ils ne s'assoiront jamais à l'ombre. » Fin de citation. C'est l'ordre international basé sur le droit, mis en place par ceux qui ont enduré ou été témoins des pires tragédies, pour offrir de l'ombre aux générations futures. Israël a déraciné chacun de ces arbres à Gaza. Il a violé chaque règle jamais élaborée, chaque principe que l'humanité s'est engagée à respecter. Il a tué ceux qui méritent le plus de protection. Des civils, y compris des enfants, des humanitaires, des médecins, des journalistes. Israël a défié toutes les nations sur Terre et chaque organe jamais créé pour faire respecter les règles les plus fondamentales, des plus hauts organes politiques à la plus haute instance judiciaire, du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale à la CIJ. Israël agit sans s'excuser, commettant des crimes ouvertement, audacieusement et de manière répétée. Ses propres soldats n'hésitent pas à partager des enregistrements de ces crimes avec le reste du monde. Ce qui se passe à Gaza restera dans l'histoire comme le génocide le plus documenté de l'histoire. Jusqu'à quand le monde dénoncera-t-il les crimes et tolérera-t-il leur récurrence? Jusqu'à quand considérera-t-il que sa responsabilité est de déclarer la loi plutôt que de la faire respecter? Les Palestiniens de Gaza n'ont pas besoin d'entendre le monde parler des arbres déracinés. Ils ont besoin de leur ombre protectrice. Ils se soucient peu que nous soyons tous d'accord sur ce que disent les règles et que nous observions et reconnaissions leurs violations. Que vaut une règle qui n'est pas appliquée? Que signifient encore ces règles alors que depuis 9 mois, Israël bombarde les maisons, les hôpitaux, les écoles, y compris celles désignées comme abris de l'ONU, et maintenant bombarde les gens dans des tentes comme c'est le cas à Maassi? Quelle cruauté faut-il avoir? Quelle criminalité faut-il atteindre pour bombarder la même population encore et encore? Et puisque les bombes et les balles ne suffisent pas dans cette entreprise de punition collective et de génocide, Israël a décidé d'imposer les conditions les plus horribles à ceux qui ont survécu. Nous avons vu Israël fabriquer depuis des mois une catastrophe humanitaire avec la famine en son cœur. Nous l'avons vu utiliser la famine, la déshydratation et la propagation des maladies comme armes ultimes. 2 millions de personnes, soumises à un blocus vieux de 17 ans, font maintenant face à un siège hermétique, mourant de faim et de maladie, alors que la nourriture et les médicaments sont disponibles à seulement quelques mètres. Jusqu'à présent, Israël considérait qu'il suffisait de crier « sécurité » pour se tirer d'affaire avec les pires crimes imaginables, comme si sa sécurité pouvait légitimer le génocide, la colonisation, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Comme si sa sécurité pouvait justifier de nier les droits les plus fondamentaux d'une nation et les droits les plus basiques de millions de Palestiniens. Comme si sa sécurité pouvait être atteinte par plus de meurtres et plus d'injustices. Israël prétendait que le blocus concernait la sécurité. Il n'a fait que nuire aux civils innocents. Il prétendait que ces murs et ces règles militaires concernaient la sécurité, leur véritable nature coloniale est évidente pour tous ceux qui veulent la voir. Il prétendait que chaque guerre serait la dernière et qu'elle permettrait la dissuasion. Mais elle ne faisait que semer les graines d'une autre guerre quelques années plus tard. Depuis 1948, les gouvernements israéliens successifs ont dit qu'ils s'étaient débarrassés du problème palestinien une fois pour toutes. Depuis la Nakba, qui a constitué l'une des tentatives les plus terribles de déracinement d'une nation entière dans l'histoire moderne. Après cela, les dirigeants israéliens ont prétendu qu'ils n'avaient jamais entendu parler de la Palestine ou des Palestiniens, niant l'existence même du peuple qu'ils avaient tué et expulsé. En 1967, ils étaient certains qu'en occupant ce qui restait de la terre de la Palestine historique, ils avaient éliminé le problème une fois pour toutes. En 1982, ils expliquaient que s'ils envahissaient le Liban et forçaient l'OLP à s'éloigner des frontières de la Palestine, ce serait la fin de la question palestinienne. En 1988, lorsque la rébellion palestinienne a éclaté en Palestine elle-même de manière pacifique, ils expliquaient que briser les os des manifestants, littéralement les briser, les dissuaderait. En 2000, ils expliquaient que la meilleure façon de gérer la deuxième intifada était de construire plus de murs, d'opprimer davantage et d'occuper davantage. En 2008, 2009, 2012, 2014, 2016, 2018, 2021 et 2022, ils expliquaient qu'un blocus sur plus de 2 millions de personnes et des assauts militaires répétés et des tirs sur les manifestants conduiraient éventuellement à la soumission et à la reddition. Un siècle de réponse militaire à une question politique.
Un siècle de pure violence contre une nation entière pour éviter la seule solution possible. La liberté pour le peuple palestinien et la paix pour tous. Mais il y a une raison pour laquelle Israël agit ainsi. Tout dans son histoire lui dit qu'il s'en tirera toujours. Il parie que cette fois-ci ne fera pas exception. Mais cette fois-ci doit être l'exception et le changement doit commencer maintenant. Monsieur le Président, ce Conseil de sécurité a adopté la résolution 2735 pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat conduisant à une cessation permanente des hostilités. Cela ne ramènera pas la vie de ceux qui ont été tués ou les membres de ceux qui ont été amputés. Cela n'enlèvera pas la douleur du cœur d'une mère ou la peur hantant l'esprit d'un enfant, mais cela sauverait des vies et stopperait des agonies. Cela conduirait à la libération des otages et des prisonniers des deux côtés. Cela permettrait une augmentation de l'aide humanitaire. Cela conduirait à une désescalade régionale immédiate. Cela aiderait à préserver ce qui reste de foi en notre système multilatéral. Mais Netanyahou ne se soucie pas des vies palestiniennes ou même des otages. Il ne se soucie pas du droit international ou de la décence humaine. Il ne se soucie que de sa propre survie politique. Que ferez-vous pour vous assurer qu'il ne soit pas celui qui appelle les coups? Et ici, je m'adresse à vous, le Conseil de sécurité. Que ferez-vous pour arrêter ce fou de continuer cette guerre génocidaire contre le peuple palestinien? Monsieur le Président, ces dernières semaines, il y a eu des déclarations collectives soulignant que les décisions de la CIJ sont contraignantes et doivent être respectées, défendant l'indépendance de la CIJ et rejetant les attaques contre elle. Il y a eu des engagements partagés auxquels tous les membres du Conseil, présents et entrants, souscrivent, ainsi que plus de 100 pays dans le monde. Il y a un consensus mondial en faveur du droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à la solution à deux États, en ligne avec les résolutions de l'ONU et le droit international. Il y a plus de convergence sur la question palestinienne que sur toute autre question à l'ordre du jour international. Et il y a un gouvernement fanatique isolé, rejetant ce consensus international et attaquant chaque institution chargée de faire respecter l'ordre basé sur le droit international, accusant ses représentants de terrorisme et d'antisémitisme, tuant, détenant, torturant, harcelant et intimidant. Jusqu'à quand ferons-nous semblant que ce gouvernement est autre chose que ce qu'il proclame être? Jusqu'à quand ces caprices primeront-ils sur la volonté internationale? Monsieur le Président, notre peuple vivra dans la liberté et la dignité sur sa terre ancestrale. Ils n'accepteront rien de moins. Ils n'accepteront rien d'autre. Mais accomplir ce droit ne devrait pas avoir de prix.